émission sur l'éducation. Dans un sens général, bien sûr, on parle de la famille. Ça peut être les enfants avec, les parents entre eux, les enfants entre eux, la belle famille, les grands-parents et cetera. Puisqu'il peut y avoir aussi, dans l'éducation, le sens, du partage collectif. Donc ça peut être aussi au niveau social, avec, la profession ou en tout cas, à l'école, puisque si c'est les enfants et puis, les parents, ça peut être dans leur métier et les grands-parents, c'est peut-être les souvenirs justement de d'antériorité, de leur histoire et qu'ils puissent, transmettre. Moi, je parlerais d'éducation, de transmission. Pour moi, l'éducation, c'est éduquer, donc c'est transmettre et puis, avec bienveillance pour pouvoir partager aux plus petits, aux moyens et aux plus grands, un ensemble d'informations pour qu'ils puissent, autant les uns que les autres grandir, s'épanouir et s'émerveiller du monde et en même temps arriver à vivre le quotidien qui évolue et qui est différent de celui que nos parents ou nos grands-parents ont pu connaître. Merci à toi Joanne de m'accueillir et de vouloir bien poser des questions, pour animer ce thème qui, est vaste et aujourd'hui ça va être la première donc un petit peu une générale, voilà. Avec plaisir. Merci à toi. La première question peut-être si elle vient? Oui, comment faire le lien justement entre le milieu familial et l'école? Eh bien, ce qui me vient, donc moi je suis déjà canal messager thérapeute, Joanne, partenaire aussi dans l'activité pour aussi faire des soins et de l'accompagnement aussi avec la jeunesse. Eh bien, faire le lien entre la famille, le foyer et puis la vie extérieure, l'école. Mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des personnes intermédiaires qui sont soit des gardes, à l'école le matin avant que la classe s'ouvre. Ça peut être, la maîtresse si c'est des petits enfants, ça peut être le professeur ou les professeurs si déjà les enfants sont plus grands. Donc il y a des intermédiaires et puis, bien sûr, les parents confient leurs enfants dans un milieu social, donc c'est aussi collectif, donc c'est intéressant, pour, permettre justement à l'enfant de s'épanouir et de grandir et d'apprendre des choses puisque l'éducation, c'est quand même une notion d'apprentissage. Alors comment faire le lien? Eh bien, déjà, c'est les parents faire confiance à ce système, scolaire, il y a toujours un programme, sur une année. Bien souvent, les professeurs ou maîtresses ou maîtres, font ce qu'ils peuvent pour essayer d'éduquer les enfants au mieux possible par rapport à un cursus scolaire qui est préétabli par l'éducation nationale. Donc on peut aussi avoir l'information à l'inspection académique puisque c'est celle-là, c'est cet organisme qui englobe l'ensemble. Donc l'éducatif passe par un système de valeurs à la base et d'apprentissage. Donc il y a des règles, bien sûr, il y a des normes, et puis il y a aussi un sens d'apprentissage qui peut être aussi un savoir-vivre, un savoir-être, un savoir-faire. Et que l'adulte, en tout cas, va pouvoir faire le lien dans le sens que les parents déjà, dans ce qu'ils sont au foyer, vont faire leur part éducative par rapport à un travail à la maison, qui peut être un suivi, qui peut être aussi l'exemple que les parents vont donner dans l'ensemble des enfants pour que ces enfants soient, comment on dit, un avec tous et qu'il n'y ait pas de différence. Mais qu'en même temps, quand ils les déposent à l'école, ils font confiance à la personne qui va les accueillir, l'adulte qui va permettre un suivi de l'éducation, puisque c'est ça faire le lien aussi, c'est que de la maison, donc on doit prendre en compte, à l'école on prend en compte, et l'inverse aussi, c'est que l'école doit prendre en compte aussi que la famille, ben, elle a aussi une forme d'éducation, son histoire, ses soucis, etc. Donc c'est pas toujours évident. Donc être à l'écoute de cet enfant, de ses enfants, puisqu'ils vont être plusieurs dans la classe, eh bien ça demande une certaine finesse, un peu de psychologie, et puis ce lien, bah, il va être de confiance. Voilà, j'estimerais ça comme ça. Oui, une grande confiance entre chacun. Et que chacun a son rôle, donc de toute façon, chacun va savoir ce qu'il a à faire, puisque chacun est dans la position, soit en tant que parent, soit en tant que professeur. Donc c'est pas tout à fait les mêmes démarches, mais c'est quand même, ça fait partie de l'éducation. Voilà ce que je pourrais dire. En même temps, il y a une forme de sagesse, bien sûr, puisque à la maison, ça peut donner de la force à l'enfant, en étant l'exemple soi-même de la meilleure adaptation par rapport aux situations qu'on peut recevoir, par rapport aux difficultés, mais aussi par rapport à la joie qu'on va émaner. Comment l'adulte va se positionner à la maison, au foyer, avec aussi l'équilibre affectif des frères et des sœurs qui vont être en lien.
et en même temps l'amour qu'on se donne les uns et les autres entre les parents eux-mêmes et qu'il n'y ait pas de différence entre le père et la mère avec chaque enfant. Déjà, c'est une sorte d'équilibre harmonieux qui va faire que ça va faire un mouvement, qu'on s'écoute les uns les autres, qu'on partage les uns les autres et qu'on prend en compte chacun avec son propre rythme. Et puis, les besoins et les désirs et donner de l'affectif. En tout cas, il y a l'amour aussi. Et le professeur, lui, il va faire la cohérence de groupe. Il va permettre peut-être aussi à voir quels sont les soucis que chacun peut rencontrer, puisque tout le monde n'a pas le même rythme, la même éducation, la même histoire, mais en même temps, la même façon de concevoir. Et chacun peut avoir une vision des choses qui peut être différente, c'est ce qu'on appelle aussi la communication, puisqu'on est des milliards sur Terre. Et je dirais que une bonne éducation, c'est déjà apprendre à bien écouter et à bien ressentir aussi ce que l'autre il a besoin, se mettre à la place de l'autre aussi pour voir aussi s'il n'y a pas des moments où il y aura quelque chose qui n'est pas saisi ou que peut-être ce jour-là, il n'a pas la possibilité d'entendre parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc avoir cette finesse de percevoir aussi si tout va bien et s'il peut recevoir justement ce qu'on va lui apporter. Ensuite, je dirais que ça passe aussi par la notion de valeur. Et pour moi, en tant que canal, c'est vrai que les valeurs, c'est important, c'est primordial dans le sens prioritaire aussi, parce que c'est aussi ce qu'on laisse derrière nous. Et que, par exemple, quand on est des grands-parents, on a une richesse, un capital. Pourquoi? Parce que on est peut-être plus âgé. Donc, faire le lien entre les enfants et les grands-parents, je trouve que c'est privilège parce que euh, il y a toute une ressource, il y a un acquis, il y a des expériences, il y a en même temps une maturité et en même temps il y a, je dirais, cette notion de, tiens, la personne, elle a eu le temps de voir, elle a eu le temps de vivre, elle a expérimenté. Et l'expérience, je pense que c'est vraiment, comme moi j'adore la transmission, l'expérience, eh bien, c'est ce qui fait la différence. Quand on arrive au monde, on a des expériences acquises de vie antérieure, si on y croit, mais l'âge de l'enfant, eh bien, forcément qu'il faut qu'il passe par des stades. Et puis, dans ces stades d'évolution, qui sont des séquences, des cycles, alors il y en a qui parlent de 7 tous les 7 ans, moi, je parlerai un petit peu comme ça aussi, mais sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan causal, sur le plan de la vie, etc. Tous les 7 ans, il y a des énergies qui changent. C'est des cycles et des rythmes. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Eh bien, on se construit quand même dans la personnalité. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on commence à devenir âgé, eh bien, on est passé par tous ces stades de compréhension, de vécu, de maturité, ce qui fait que on va peut-être faire une synthèse et ce bilan, ou en tout cas ce retour de vie, va permettre à ces jeunes enfants de recevoir tout cet acquis et en même temps ces connaissances et en même temps comment dire, cette synthétique qui fait que, tiens, on a compris des choses en tant qu'adulte parce qu'on est passé par tout ça. Et je dirais que c'est l'histoire de chemin de vie de chacun, qu'arrivé au bout d'un certain temps, il y a peut-être le jus de quelque chose qui va sortir, en tout cas une possibilité d'élévation en soi qui fait que, tiens, on voit plus les choses de la même façon. Et transmettre cela à l'enfant, c'est précieux. Ce que j'appelle les forces intérieures, c'est vraiment ça aussi, c'est que si vous faites appel à vos forces intérieures, que vous êtes stable, en équilibre, vous avez géré vos émotions, que vous arrivez à canaliser ou en tout cas à calmer votre mental, d'arriver à trouver des façons de communiquer pour ne pas être dans des colères, dans l'impatience, dans des contres qui vont des fois perturber parce que l'enfant ne comprend pas et qu'il essaye de s'identifier à vous, parce que c'est une identification aussi, l'éducation, d'abord avec les parents et puis après le cercle extérieur, parce que voilà, l'enfant quand il est tout petit, c'est d'abord auprès de lui et après de plus en plus loin. Eh bien, on peut lui donner ces valeurs qui sont des bases fondamentales avec une force intérieure parce qu'on montre l'exemple. Je parlais de ça depuis le début, mais je trouve que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Et c'est ce que l'on va être. Si on est colérique, si on est capricieux, si on tape tout le temps, si on est impatient, si... l'enfant va se référer à ça et du coup va vous amener cela peut-être en force parce qu'il a besoin d'étudier. Donc des fois, c'est pas un enfant qui est embêtant, c'est simplement, il va pas forcément non plus contrer, c'est simplement, il a besoin d'expérimenter ce que vous êtes et pour qu'il puisse l'adapter à ce qu'il est. Alors moi, j'ai un enfant aussi, maintenant elle a 22 ans, donc elle est un peu plus grande, mais quand même besoin encore un petit peu de la famille, des parents. Mais quand elle était petite, je trouvais intéressant, c'est que sur sa chaise haute,
puisque j'ai essayé de découvrir aussi, tiens, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle est, comment elle vit les choses à son niveau, comment moi je peux m'adapter pour être, au plus clair avec elle. Ça peut être ça déjà, une démarche avec un petit bouquin, avec, des informations sur internet, avec, mes vidéos ou d'autres personnes qui vont en faire, parce qu'il y en a des quantités d'informations, mais chacun amène des éléments. C'est ce que j'aime bien aussi, dans cette diversité de messages, d'informations donc et de connaissances. Chacun en fonction de là où il a vécu des choses. Donc pour moi, ma fille a 22 ans maintenant. Et quand elle était petite sur sa chaise haute, elle faisait tomber beaucoup les choses. Et puis, j'ai observé, elle essayait de comprendre la hauteur entre ce qu'elle était, elle, et la hauteur du siège pour arriver sur la Terre. Eh bien, on peut parler de la loi d'attraction, mais elle, pas calculer, parce que c'est pas à cet âge-là, on ne calcule pas, mais elle essayait de percevoir justement, tiens, quand je fais tomber l'objet, il met un certain temps avant d'arriver en bas. C'est une loi fondamentale. Et l'enfant, en grandissant, il apprend des choses, des quantités de choses. Pour lui, ça paraît naturel, mais quand on observe bien, bah, dans le temps, c'est ce qui va nous permettre peut-être de faire la différence entre le bas, le haut, la profondeur, la hauteur, et puis les espaces en fait, les espaces. Après, ma fille faisait des fois des colères, et quand elle faisait des colères, eh bien, je la laissais dans une pièce. Et puis je me suis rendu compte que le fait de la laisser comme ça, c'est parce que j'étais là qu'elle faisait aussi des colères, parce que c'était, tiens, écoute-moi, dans ces colères, il y avait un langage, il y avait un message, donc il faut quand même l'entendre. Mais quand un enfant est petit, eh bien, je voyais que ma fille, elle gérait pas ses émotions, donc elle était vraiment dans son état de, de crise. Et puis, si je prenais pas en compte cela, eh bien, ça n'allait pas. Et si je prenais trop en compte, ça n'allait pas non plus. Donc, j'avais trouvé la solution, c'était je sortais de la pièce. Du coup, elle se calmait pour arriver à gérer ses émotions. Et après, je reprenais la chose en lui demandant, bah, qu'est-ce que tu veux, d'une certaine façon. Voilà. Et parce qu'il y a des âges aussi où vers 3 ans, on est un peu dans les noms, et puis on a les caprices parce que l'enfant a besoin de prendre sa place, de trouver des marques et puis des repères, et en même temps de vous titiller un peu pour voir si vous êtes, si un non c'est bien un non, et si vous êtes à l'écoute de cet enfant. Alors les valeurs, eh bien, c'est ça, c'est si vous êtes colérique, si vous êtes impatient, si vous êtes pas malveillant, c'est pas le terme, mais si vous faites des choses qui sont à l'encontre des valeurs de noblesse, de sagesse, de cœur, eh bien, même si vous ne le faites pas sur l'enfant, mais sur quelqu'un d'autre, l'enfant, il observe, il écoute, il ressent. Et puis même si vous ne dites pas les choses, eh bien, l'enfant, dans l'éducatif, il sait saisir les choses. Donc c'est quand même important d'être attentif à ses comportements, à sa façon de parler aussi. Alors moi, je vais vous dire un truc, c'est que avec ma fille, comme je voulais pas trop les gros mots, parce que c'est voilà, c'est des choses que je trouvais que c'était intéressant qu'elle apprenne un langage normal. Bon, c'est sûr qu'à l'école, elle apprend des choses de partout qui sont pas forcément, évidentes. Mais moi, je faisais un gros effort à la maison, pour éviter de dire des gros mots. Alors j'ai trouvé, mince pour le mot, que vous connaissez, purée, pour dire ça ou bon, enfin, j'ai trouvé plein de mots qui remplaçaient, en fait, et à force d'être habituée là-dedans, eh bien, ça passait bien et l'enfant répétait pas. Même s'il ramenait des choses de l'extérieur, ce qui était important, c'était, l'énergie vitale que vous donniez à la maison. L'exemple, hein, le premier exemple, c'est vous. Eh bien, je voyais que ma fille, même après en grandissant, les gros mots, elle les a sortis de son langage parce que ça faisait pas partie de son éducation primordiale, puisque ce qui est prioritaire pour l'enfant, c'est ce qui est au foyer. Et je me suis rendu compte qu'après, c'est moi qui avais presque... J'étais choquée quand j'entendais des gens qui parlaient avec des gros mots, ça me faisait quelque chose. Donc je trouve intéressant parce que du coup, ça donne une nourriture différente autant à soi qu'à l'autre et à l'ensemble. Et quand les enfants venaient aussi à la maison, parce que du coup, l'éducation, ça passe aussi par les autres, eh bien, les autres enfants aussi vivaient la même chose. Voilà. Puis avoir un esprit ouvert et d'être assez cool avec les enfants, c'est l'éducation que j'ai amenée, moi, c'était plutôt pas d'interdit, mais des négociations, dans le sens je t'entends, mais je positionne aussi ce que moi je veux ou pas, ce qui me convient ou pas, ce que toi tu as besoin ou pas, et puis on voit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bah, si par exemple, des fois quand elle était plutôt ado, la période d'ado, c'est pas toujours facile, elle mettait de la musique à fond, puis moi je suis hyper sensible, et ça me provoquait des tensions dans mes bronches, parce que dès que la musique a fait tom-tom, dans ma sensibilité, ça me faisait mal, mais vraiment mal, mais l'enfant il sait pas. Et j'ai pas eu dire arrête de vivre ton histoire, parce que c'est son passage normal,
Quand on est ado, on met la musique forte, on vit des choses, on dort le jour, on vit la nuit, enfin bon, les rythmes sont différents. Donc c'est pas d'enlever tout ça, mais c'est de lui dire, écoute, voilà, cette demi-journée, par exemple, eh ben, tu mets ta musique, moi je vais aller me balader, et puis quand je reviens l'après-midi, par contre, c'est mon temps. Ou simplement, tu mets la musique, peut-être le temps d'un morceau, ou deux ou trois, et puis après, on passe à autre chose. Voilà. Et je finissais par lui dire, écoute, à ce moment-là, bah, cette musique me fait un peu de mal, ou est-ce que tu pourrais baisser le son, parce que là, je sature. Bon, c'est une communication entre l'un et l'autre, et du coup, l'éducation passe, et je vois qu'en sans mettre d'interdit pour lui dire non, non, je veux pas, ça passait mieux. Du coup, ça laissait la place au dialogue, et ma fille me disait tout. Elle me disait tout. Pourquoi? Parce que j'allais pas la réprimer non plus dès qu'elle faisait une bêtise, mais j'essayais de, pas de lui faire non plus la morale, parce qu'ils n'aiment pas trop, mais de lui exprimer ce que moi je ressentais. Et puis de lui exprimer ce que moi je percevais sur la chose, mais je lui laissais quand même son libre arbitre de pouvoir l'expérimenter ou pas. Et ça, pour moi, c'était comme une révélation. Parce que c'est ce qui a permis qu'elle puisse faire ses expériences sans que j'ai peur, qu'elle puisse arriver à vivre son histoire sans que moi je suis derrière en train de la coller, qu'elle puisse quand même se placer elle-même des limites et des repères. C'est ça que je trouvais intéressant. Et qu'en même temps, bah, cette force intérieure que je pouvais avoir pour être très détachée, pour ne pas avoir peur tout le temps, mais parce que je lui donnais beaucoup de confiance. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui est précieux, parce qu'aujourd'hui, j'en vois les effets. Elle a 22 ans, elle pense par elle-même, je ne suis pas derrière ses fesses, elle est autonome, elle se guide, même elle fait des erreurs, mais elle rétablit l'ordre, elle a des pensées aussi qui sont plus hautes, elle essaye de ressentir dans son cœur, elle fait des prises de conscience, enfin c'est fabuleux ce qui peut se passer. Alors, bien sûr que peut-être que j'ai une enfant particulière, qui a des dons et des possibilités, mais je veux dire déjà, ça donne un plus. Donc si on fait l'effort de s'ouvrir à notre enfant qui est de toute façon plus grand que nous, et qui va nous aider aller au-delà de ce que nous sommes, on s'apporte mutuellement des clés. Ce qui est intéressant, trouve pas? Oui. Et justement, Oui. est-ce que tu as un conseil pour prendre de la distance vis-à-vis des émotions que l'on peut avoir en tant que parent, pour ne pas justement les refourguer aux enfants en fait. Bah, ce que j'entends refourguer, déjà, j'entendais refouler. Ça Les veut dire refourguer, que c'est joli, c'est un peu certainement, oui. ça. Parce que c'est vrai que si on les refoule, on les refourgue. Donc, le mot, il est judicieux. Merci de la question. Parce que c'est vraiment essentiel aussi. Euh, Quand on refoule tout, l'enfant, il ressent. Si on veut pas parler, moi, je me rappelais dans mon enfance, j'étais un peu... bon, j'étais quelqu'un de très nature. Je suis toujours très nature. Je dis les choses. Mais je trouve les façons de l'amener peut-être maintenant un peu mieux, parce que je me mets à la place de l'autre aussi, que c'était peut-être pas le moment, pas avec les gens, etc. Mais le côté nature, c'est que moi je parlais de la vie, de la mort, je parlais des maladies, je parlais de tout un tas de choses qui font partie de l'existence. Et pour moi, en tant qu'enfant, c'était naturel d'en parler. Donc je trouvais pas juste que on me bloque par rapport à l'expression, par rapport à des choses qui puissent être nature, puisque c'est ce qu'on vit. Et le fait de les enfouir au fond, je me suis dit, bon, peut-être que tu as droit à l'erreur, mais c'est pas une erreur. C'est une communication et un langage qui fait que, tiens, on a juste envie d'exprimer des choses qui sont là devant nous. Et pourquoi les cacher? Pourquoi les refouler? Donc déjà, eh bien, c'est de pouvoir communiquer largement, dialoguer sur des sujets qui peuvent être tabous des fois. Ça permet aussi de s'ouvrir. Et puis, si dans les émotions, il y a des choses qui vous blessent, moi, je voyais avec ma fille, quand j'ai vécu des séparations, des souffrances, des choses très dures, ma fille était là pour me soutenir. C'est pas que je lui ai demandé, c'est qu'elle avait besoin aussi de le partager avec moi. C'était une façon d'intégrer la chose. Donc, que l'enfant puisse participer aussi à vos émotions, surtout que moi j'étais seule à l'époque. Et pour éduquer ma fille, je devais être l'homme et la femme, ce qui n'était pas évident. Et il y a des fois, ben, c'était fort pour moi, c'était pas évident. Et puis qu'en tant que mère, eh bien, sensible aussi, je vivais aussi mes souffrances et mes difficultés. Donc l'enfant, il est prêt à entendre. Après, il y a une façon de l'amener. Quand il y a un décès, évidemment, on ne va pas dire rien, ou on ne va pas dire il est parti au paradis. On va essayer d'expliquer, bon, bah, simplement, il a vécu ça, 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 et il est parti dans de bonnes conditions, et tout va bien, et on l'aime, et voilà, et on l'accompagne par la pensée, plutôt que de cacher la chose. Et puis, émotionnellement, ben moi, ça m'attriste un peu. On peut dire ce qu'on ressent, on peut dire ce qu'on pense, mais on trouve les mots, il y a peut-être tout un travail là-dessus, c'est la manière de dire les choses. Et puis, en tant que parent, quand on a des émotions, il faut dire que
peut-être que c'est se regarder aussi soi, puis se dire, bon, comment je pourrais être mieux pour que mon enfant puisse avoir cette force et non pas cette faiblesse. Parce que si je suis toujours dans les émotions et toujours déprimée, mon enfant, il va prendre quoi comme identité? Il va prendre la déprime, l'émotionnel, et puis il va être pareil. Ou alors il va expérimenter ce côté-là, ou l'opposé complet. Parce que j'ai remarqué souvent, soit on va dans un sens ou dans l'autre. Dans ma famille, il y avait des peurs, beaucoup de peurs. Ben, moi, j'étais kamikaze, je faisais l'opposé. Je faisais comme les garçons. Je montais aux arbres, j'allais faire que des trucs qui étaient vraiment risqués, quoi. Et puis, j'étais combative, voilà. Alors que dans ma famille, c'était plutôt l'inverse. C'était, on subit les choses. Moi, j'avais pas envie de subir. Donc, j'étais un peu rebelle. Enfin, voilà. Il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, gérer le plan émotionnel, bah, c'est déjà ne pas le refouler. Et puis le montrer, on pleure. C'est pas mauvais de pleurer, ça peut être une libération. Mais c'est de la manière dont vous allez le vivre. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est pas l'émotion pour l'émotion qui pose problème. C'est comment vous allez vivre votre émotion. Si votre émotion, elle est vécue bien comme il faut, c'est-à-dire vous l'acceptez, vous la regardez en face et puis vous pouvez mettre un mot dessus et puis l'exprimer à l'enfant en disant, bah, voilà, je suis pas bien parce que papa est parti, je suis pas bien parce que j'ai mal là, ou je suis pas bien parce que il y a quelque chose qui se passe en moi et des fois je sais pas. Bah, ça peut être ça. Et j'avoue que ma fille m'a beaucoup apporté là-dedans parce qu'elle me posait toujours des questions et elle voulait toujours avoir des détails et des compréhensions de plein de choses. Et je me suis rendu compte que aussi, bah, il y a des enfants qui parlent pas, il y a des enfants qui parlent trop, il y a des enfants qui ont besoin de comprendre, des enfants qui ont besoin de rien. Ça dépend de chacun en fin de compte. Et chacun, on a notre façon de vivre, de fonctionner. C'est un fonctionnement déjà sur le plan humain. Mais nous avons des forces intérieures, plus ou moins connues. Nous avons notre personnalité, bien sûr, mais nous avons aussi notre qualité profonde. Nous avons nos sens, nos perceptions, notre histoire et tout un tas de choses qui font que, eh bien, ça se complique. Mais là, le plus simple, en fin de compte, c'est vraiment cette circulation libre des choses. Si on retient rien, qu'on fige rien et qu'on laisse passer ça, je dirais que le plan émotionnel, c'est pas grave. Je dis souvent, ça, c'est rien, ça coule, ça glisse. Parce que c'est quelque chose qui peut sortir, et ben on se fait un petit câlin après, on en parle, on se touche, on s'embrasse. Je veux dire, on se regarde vraiment dans les yeux et on parle des choses. On se parle et on parle de soi. Ça permet de soulager. Même si c'est l'enfant, des fois on peut déceler chez l'enfant des problématiques, des émotions. C'est peut-être pas grand-chose, mais de prendre en compte cela, même si c'est pas grand-chose, c'est important. Parce qu'à l'âge adulte, après, on va le ramener et puis on va conduire ça dans notre vie et puis peut-être on va attiser ou tellement avoir besoin puisqu'on n'a pas eu ce soutien, cette écoute. Du coup, on va le demander à l'extérieur, donc on va accentuer peut-être le plan émotionnel pour recevoir l'amour de l'autre. Ça fait partie de l'amour aussi. De prendre en compte les émotions, c'est de l'affection, le plan émotionnel. Mais ça peut être de la joie. Et si on n'est pas habitué à être dans la joie, eh ben on va exploser de joie. Donc ça sera trop. Voilà, le trop et le peu, justement, il peut être aussi un frein pour la gestion de ces émotions. On pourrait terminer sur la dernière question? Oui, on parlait du règne animal il y a quelques jours, et justement de l'observation des animaux. On Oui. peut apprendre beaucoup de choses aussi à travers eux. Alors oui, je me suis amusée à faire une petite vidéo que j'ai postée, je crois, sur le site. C'était, je sais pas, les canards, là, c'était les poules d'eau avec les bébés. Et je suis restée un moment, mais vraiment un moment. Ça peut être ça aussi, l'éducation. Observez la vie, observez la nature, vous apprenez de partout, mais vraiment de partout. Eh bien, tout est signe, tout est message. Et pour moi, la nature, c'est vraiment éducatif. Parce que les animaux, même les petites bêtes, je veux dire, tout vous ramène à un sens profond des valeurs, à un sens profond de la vie, à un sens profond de l'équilibre et l'harmonie de l'ensemble, d'un tout. Ce qui fait peut-être la différence entre ces règnes, c'est que nous sommes humains et que l'humain a développé un ego, bon, parce qu'il a besoin de vivre à travers cela pour évoluer aussi, mais que les animaux n'ont pas forcément. Ils ont une part égotique, je dirais peut-être dans la partie animale, mais ils n'ont pas cet ego de la souffrance comme nous on pourrait l'entendre. Ils n'ont pas non plus cet ego de la, comment dire, de faire mal à l'autre, puisque vous regardez dans la nature, c'est rare. Il y a toujours une raison derrière ces choses. Il y a toujours
Si on va manger, c'est parce qu'on a faim. Si on va pousser l'autre parce que c'est notre territoire. Si on va agresser, c'est parce qu'il y a peut-être des petits. Dans la nature, tout est fait pour exprimer quelque chose. Alors que nous, eh bien, on a justement cette ouverture possible à la communication, donc à la voix, en même temps à une conscience autre. Eh bien, on s'en sert, mais on s'en sert plutôt encore plus bas que les animaux. Eh bien, quand on regarde le règne animal, le végétal ou autre, enfin, comment toute l'harmonie de ce monde se place, on se rend compte qu'il y a vraiment une logique, mais en même temps un amour. Alors, quand j'ai filmé ces poules d'eau avec ces petits, eh bien, je regardais, il y avait les humains qui, c'était sur un lac, donc les enfants qui allaient titiller les animaux, enfin ces poules d'eau avec ces petits, donc il y avait un instinct vraiment de protection, il y avait une surveillance, les petits faisaient plein de sons, la mère faisait juste un son quand il y avait besoin, elle n'avait pas des sons aigus tout le temps, c'était juste à un moment donné, et chaque son correspondait à quelque chose, et donc c'est un langage déjà, un langage de dire tiens attention, là il y a danger. Quand il y avait une rapidité vraiment que l'enfant voulait courir dans l'eau, là c'était pire, c'était carrément les papates, donc les poules d'eau accentuaient comment dire, la nage par les pattes, et du coup en bougeant les ailes, etc., les autres sentaient qu'il y avait un danger. Je veux dire, des fois c'est un regard, mais quand il y avait du manger pour l'ensemble, eh bien les parents mangeaient un peu, et puis mouillaient, et puis donnaient aux petits le reste. En tout cas, il y avait vraiment cette notion de partage, de conscience, de collectif, que nous, il manquerait beaucoup dans notre façon d'éduquer. On voit toujours une personne, ou soit, mais si on voyait un tout avec ça, eh bien on pourrait prendre en compte que dans la nature, on nous enseigne. Donc je ne vais pas débattre de tout ça, on fera certainement un thème sur cela, mais observez bien l'observation, je dirais c'est de la psychologie de terrain, ressentez, écoutez, et vous apprenez tellement, mais prenez-le pas au premier degré et observez pas simplement avec vos yeux, essayez de capter au-delà de ça, ce qui pourrait être quelque chose de judicieux, bien qu'est-ce que je peux recevoir, quel est le message, qu'est-ce que je capte à travers ça qui m'appelle, qui me dit tiens, ça me rappelle quelque chose, ou en tout cas ça m'amène vers quelque chose. Eh bien vous verrez que les enfants, quand ils sont tout petits bébés, humains, hein, les enfants humains, ressemblent un petit peu à ces animaux, c'est-à-dire ils sont purs, ils sont vrais, ils sont directs, ils sont sincères, et puis ils sont nature. Et bien du coup, vous apprendrez beaucoup d'eux. Et puis je pourrais dire aux adultes qu'en fin de compte, les enfants qui viennent après nous sont beaucoup plus grands que nous. Donc ils nous apprennent. Et nous, on a besoin de donner des clés peut-être de passage pour certaines choses au niveau des valeurs ou autres pour le sens de l'éducatif, c'est-à-dire bien manger, dormir, les rythmes, l'hygiène, enfin toutes ces choses. Et puis l'amour, l'affection qu'on donne, et puis tout ce qu'on va partager ensemble, des jeux aussi pour l'éveil des sens, et puis des sorties pour se mettre en lien avec la nature, toucher les arbres, respecter la vie pour que l'enfant puisse comprendre aussi. Moi, je fais beaucoup ça avec ma fille et je vois le résultat aussi, c'est que maintenant, elle est très ouverte à tout ça. Mais soyez vraiment observatrice, observateur à travers les règnes et tout ce que la vie peut vous proposer. Parce que vous vous rendrez compte que la magie de cette nature nous renvoie vraiment des profondeurs et de la simplicité pour vivre comme un art. Hein, parce que moi je dirais l'art de vivre et la joie d'être soi, qui pourrait être aussi une solution éducative. Plus vous êtes rayonnant et rayonnante, plus vous êtes en joie et plus vous amenez les choses dans vos valeurs de ce que vous êtes et que vous prenez en compte qui vous êtes et pas donner tout le temps parce que vous collez trop ou alors vous êtes trop détaché. Le trop et le pas assez. Voilà. Voyez cette notion d'harmonie, d'équilibre qui fait que la nature, eh bien, c'est aussi notre nature. Nous sommes en lien. Alors nous créons des liens aussi avec nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, etc. C'est tout un ensemble d'êtres qui sont venus, qui viennent et qui vont venir. Donc on prépare aussi les générations futures. Voilà ce que je pourrais dire sur l'éducatif, en tout cas dans le sens général. Merci à toi, Joanne, pour les questions. Et puis on se reverra pour une autre émission.